Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du jeudi 5 février. Au sommaire, la nouvelle région Midi-Pyrénées-Languedoc se prépare dès aujourd'hui à Montpellier et à Toulouse. Sciences Po aide les jeunes lycéens à devenir de futurs étudiants. Luchon et son festival de la télé, sans oublier les handballeurs de la Ville Rose, champions du monde. Martin Malvy et Damien Allary se sont rencontrés aujourd'hui pour travailler sur la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc. Une fusion qui prendra réellement effet en 2016, mais qui doit techniquement trouver son fonctionnement dès maintenant. Marlène Canal. Respect et équilibre entre les territoires, ce sont les grands principes de cette première réunion officielle entre les deux présidents de région. Cette conférence des présidents, désormais mensuelle, est un des 4 points mis en œuvre dans le cadre du travail préparatoire, administratif et politique préalable à la grande fusion début 2016. Le deuxième point, c'est un comité de pilotage technique, où là, ce seront nos directeurs généraux des services et nos directeurs adjoints qui se rencontreront, parce qu'ils ont là à faire un état des lieux de l'ensemble de nos politiques que nous menons. Nous avons dans Languedoc-Roussillon des spécificités. Midi-Pyrénées a des spécificités. Et donc il va falloir maintenant qu'on en aille vers une cohésion. Et enfin, un dernier point, nous avons décidé de saisir, je le dis, le Premier ministre et les ministres concernés par la réforme sur l'équilibre des territoires, mais là au niveau de l'État, c'est-à-dire de la réforme de l'État, puisque cette union va engendrer aussi une réforme des services de l'État. Et il faut qu'on soit concerté. Et ce travail préparatoire passe notamment par un inventaire, une harmonisation des procédures, des logiciels et des fiches de paie, tout cela avant la fin de l'année. Pour l'instant, pas encore de nom ou de capitale désigné pour cette grande région. En revanche, une chose est sûre, c'est la stabilité des personnels, environ 6000 salariés. Ils ne seront pas déplacés. Par contre, le problème se posera pour les directions des grands services. Je pense que certaines seront à Toulouse, d'autres seront à Montpellier, mais au niveau des directeurs. Et ça me paraît tout à fait naturel, parce que nous devons avoir comme souci, mais vraiment comme souci très, très, très fort, et très, très convaincu, très sincère, l'équilibre de cette nouvelle région. Elle va être très grande. Je me suis beaucoup amusé, moi, en racontant devant les auditoires, Midi-Pyrénées, c'est 1,5 fois la Belgique. Quand il y avait un Belge, il s'est esclaffé. Et il me disait, oui, mais on est plus nombreux. Ah, c'est vrai, monsieur le Belge, vous êtes plus nombreux qu'en Midi-Pyrénées. Mais là, on va avoir une région qui sera l'équivalent du Benelux, Belgique, Luxembourg, Hollande. Grande, très grande région. Il va appeler notamment le développement des technologies de la communication et de l'information et la technique de la visioconférence. On fait déjà aujourd'hui la visioconférence. Ici, au Conseil régional, à peu près 4 à 500 séances de visioconférence par an qui économisent des frais de déplacement. Des nouvelles technologies et une modernisation qui seules permettront une véritable économie, car selon Martin Malvy, la fusion en elle-même ne devrait pas en être la source. L'idée d'un aérotram, un projet imaginé par Pierre Cohen, a été reprise par l'équipe de Jean-Luc Moudinque. Jean-Michel, l'élu au transport, imagine même un trajet beaucoup plus long que prévu à l'époque. La première mouture de l'aérotram reliée à la station Rangueil de la ligne B à Loncopole en passant par l'hôpital. Puis l'équipe municipale a vu plus large en allant vers Basso-Cambo. Et hier, en présentant la 3e ligne d'un possible métro, un autre segment est né. On imagine une station de notre ligne 3 sur Montaudran. Et à partir de là, Montaudran étant à proximité de l'université Paul Sabatier de Rangueil, la continuité est possible. Et on aurait alors un maillon complet qui réunit la ligne 3, la ligne B et la ligne A à Basso-Cambo. Gros plan maintenant sur le dispositif nommé Dispo, mis en place par Sciences Po Toulouse. Il s'adresse à 21 lycées de Midi-Pyrénées. Objectif, encourager et accompagner les élèves des milieux pauvres vers les études longues et supérieures. Aujourd'hui, à la Maison de la Laïcité, des ateliers animés par les professionnels étaient proposés pour préparer ces jeunes gens à leur entrée dans la vie étudiante. Quelle mutuelle étudiante choisir? Comment financer mes études? Comment trouver facilement un logement? Partir à l'étranger? Est-ce compliqué? Malgré leurs bons résultats au collège et au lycée, on constate aujourd'hui que de nombreux élèves de la région s'auto-censurent et n'accèdent pas à l'enseignement supérieur long. Trop cher, trop compliqué, inaccessible, ils décident au final d'emprunter un cursus plus court. Le forum organisé par Sciences Po Toulouse est véritablement une opération de séduction.
l'idée, c'est de les mettre en situation de confiance en leur faisant rencontrer de façon un peu plus personnalisée un certain nombre de partenaires qui se sont déplacés pour l'occasion aujourd'hui. Ces actions ont été préparées dans la classe avec les étudiants tuteurs de Sciences Po Toulouse. Ils ont travaillé sur un petit budget. Quelles vont être mes dépenses, quelles vont être mes recettes. Ils l'ont amené avec eux et l'idée c'est au fur et à mesure de se rendre compte que même si ça va être difficile, ils peuvent bénéficier de bourses privées, publiques, d'aides de l'État, d'aides de la région. Et même si les lycéens rencontrés ce matin ont tous une idée assez précise du cursus qu'ils veulent suivre après le bac, ils ont trouvé des réponses aux questions qu'ils se posent encore. Moi, c'est pour les financements étudiants et tout ce qui est aussi pour partir à l'étranger. Notamment à propos des prêts bancaires, parce qu'on ne sait pas toujours comment financer ses études et c'est vraiment une des préoccupations les plus importantes des lycéens. Je ne suis pas de Toulouse, donc au niveau du logement, ça aide et du train pour rentrer chez moi le week-end si je veux. Des représentants d'élèves de Sciences Po devenus tuteurs sont là aussi pour répondre aux inquiétudes des lycéens. La vie étudiante fait envie et en même temps peur parce qu'il y a plein de choses à gérer, c'est l'inconnu complet. On ressent des inquiétudes vis-à-vis du financement des études. Après, il y a des journées comme ça qui sont vraiment faites pour vraiment donner les clés et les outils pour que les lycéens connaissent. Parce que la plupart du temps, on ne connaît pas ce à quoi on a droit. Le programme Dispo mis en place par Sciences Po s'adresse à 21 établissements de toute la région Midi-Pyrénées, de la 3e à la terminale, soit 700 élèves suivis chaque année. Depuis 9 ans que le dispositif existe, on constate aujourd'hui que 91% de ces élèves suivis s'orientent finalement vers l'enseignement supérieur, voire même des filières d'excellence. Une vingtaine d'entre eux intègrent Sciences Po Toulouse chaque année. Les champions du monde toulousains de retour au pays. Nous parlons ici des handballeurs du Phénix qui aujourd'hui, auréolés d'or, donnaient la place au Palais des Sports. Robin Puel et Samuel Prieur y étaient pour nous. Jérôme Fernandez, Valentin Porte, Cyril Dumoulin, sous le feu des projecteurs, les 3 handballeurs toulousains revenus du Qatar d'or étaient de retour sur le parquet du Palais des Sports. Sur leur visage, le bonheur simple d'un 5e titre mondial, la parole aux héros. Déjà la médaille d'or de l'année dernière en championnat d'Europe était quelque chose de fabuleux, c'était la première pour moi et une aventure exceptionnelle. Maintenant, celle-là, elle a été compliquée aussi, j'y pensais, j'y croyais pas et elle est encore, je pense qu'elle est encore plus belle quoi. Et puis c'est un championnat du monde quoi, ça fait encore plus beau de dire qu'on est champion du monde. C'est tombé dans un moment où la France avait besoin de ce genre de choses pour retrouver le sourire et on est très fiers d'y avoir participé parce que c'était encore une fois un très gros défi, un beau défi à relever. Toujours autant de fierté, sinon plus, devenir la plus grande nation de handball de tous les temps et avoir des joueurs comme Thierry et moi avec 4 titres mondiaux et le palmarès qu'on a pu avoir chacun de notre côté en plus en club. C'est fantastique et on se rend compte un petit peu du chemin parcouru depuis plus de 15 ans. Désormais, pour les 3 champions du monde, après les honneurs de l'Elysée, retour au terrain et au quotidien de la vie du club. Dans 2 jours seulement, samedi donc, le Phénix et ses champions affronteront le club de Billières en Coupe de France. Et ne manquez surtout pas demain l'émission Côté Sport de Samuel Prieur, puisque les héros du hand seront ses invités. Émission à regarder sur TLT demain, vendredi 6 février à 18h40, 20h15 et 23h35. Pour les 150 ans du muséum, la direction en appelle au financement participatif afin de naturaliser une girafe. Le site d'histoire naturelle de Toulouse a rappelé battu le record de fréquentation en 2014 avec plus de 300 000 visiteurs. Ces amoureux de la science de la conservation sauront-ils mettre la main à la poche ou au portefeuille? Réponse. Inviter les Toulousains à participer au projet de naturalisation d'une girafe, c'est l'initiative prise par la mairie de Toulouse et le Muséum d'histoire naturelle afin de financer le rapatriement du mammifère. Une manière d'impliquer les visiteurs à la vie du musée avec une démarche plutôt innovante. Ce crowdfunding a 2 objectifs. Un objectif premier qui est de collecter des fonds pour mener à bien une opération, participer à l'aventure avec le muséum. Ce qui introduit le 2e objectif qui est de rassembler une communauté de personnes qui veulent s'investir dans la vie du muséum, y participer activement. Voilà, public
qui participera sera invité à des événements spécifiques. Mais la question du financement est aussi importante dans un contexte économique difficile. Malgré un budget municipal d'environ 180 millions d'euros dédiés à la culture, de nombreux projets avaient dû être abandonnés en 2014. Nous manquons aujourd'hui de ressources publiques par rapport à ce qui a pu se faire autrefois, c'est-à-dire que l'État abondait vers les collectivités territoriales pour favoriser la décentralisation. On n'est plus dans cette période-là, on change de paradigme, on change de modèle. Les musées, d'une manière particulière, ne peuvent plus se contenter d'une source unique de financement public et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire appel au mécénat populaire. La campagne durera 3 mois et devrait être lancée en avril prochain. L'expérience, elle, sera renouvelée si les donateurs sont au rendez-vous. Et puis tout ce week-end, c'est le festival de la télé de Luchon avec des fictions et des documentaires. Alain Sorat et Jérôme Bollock ont pris l'air frais devant les écrans. C'est vraiment la télévision au sommet, c'est pas une blague, c'est un slogan, mais c'est pas une blague. Et c'est vraiment une télévision de l'excellence. Alors à la fois en fiction, en série. Alors, vous allez voir des séries mais qui vont défrayer la chronique. Non, sans déconner. C'est vrai. Et en même temps, des documentaires, car nous ouvrons aux documentaires. Le documentaire, c'est un genre hyper créatif à la télévision. C'est là où il y a parfois le plus de création, moins formatée, vous voyez, etc. Et on a une école française du documentaire. On vend incroyablement beaucoup de documentaires, vous savez, dans le monde entier. Hein. Ce qui est intéressant dans le documentaire, enfin moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est en général, ce sont des films qui partent évidemment de la vérité, c'est-à-dire des gens vrais, des images existantes. On ne fabrique rien, mais cependant, en général, c'est une volonté très forte du réalisateur. Il y a un point de vue et on peut très bien raconter l'histoire d'une personne. Je dis n'importe quoi, on décide de s'intéresser à une personne qui perd la mémoire, et ben on peut le faire d'une façon très joyeuse, ou on peut le faire d'une façon plus triste, etc. Donc c'est un film avec une volonté de raconter quelque chose, de faire une narration, et donc c'est une œuvre de réalisateur. Comment vous jugez la télé aujourd'hui dans son offre globale ? Il faut qu'elle s'aime un peu plus. Il faut qu'elle soit un peu plus fière d'elle-même et qu'elle pousse à la création. Vraiment, je trouve que c'est étonnant quand la télévision ne s'aime pas, elle pousse vers la médiocrité. Vous voyez, quand elle se prend pour uniquement un vecteur d'information, et si possible gouvernemental et proche du pouvoir, enfin bon, tout ça est énervant, quoi, etc. Et on doit rappeler, nous, constamment, que la télévision est un lieu de création et où il y a des cinéastes formidables, des téléastes, je ne sais rien comment on dit, enfin des gens qui font ça en tout cas, qui sont formidables. Et nous, on est fiers pour la télévision et parfois plus fiers que ceux qui la dirigent. C'est quand même assez étrange. Le Festival de Luchon, c'est donc tout ce week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez à cette place François Garle. Bonne soirée.